Bonjour à tous, bonjour, bienvenue. Alors, première question avant de démarrer, est-ce qu'on peut vérifier que vous m'entendez bien? Est-ce que sur le chat, vous pouvez vous manifester? OK, impeccable. Eh ben, écoutez, bonjour, ravi, de vous accueillir pour ce nouveau webinar, et ravi de vous accueillir toujours plus, nombreux. Aujourd'hui, on a du monde, connectés d'un petit peu partout. Vous êtes à peu près 200 à vous être inscrits à ce webinar, donc on est très content de vous avoir tous ici. Je vois quelques têtes connues qui se manifestent sur le chat. Bonjour. Euh, donc oui, je disais à peu près 200, évidemment, donc vous êtes beaucoup à être à représenter la France. On a pas mal de Belges, comme à chaque fois, qui sont connectés. On a du monde qui est présent au Canada. Je vois qu'on en a, une fois n'est pas coutume, depuis les États-Unis, qui nous suivent aujourd'hui, un peu du Luxembourg, de Tunisie. Donc écoutez, bonjour à tous, ravi de vous accueillir, pour, cette nouvelle édition, puisqu'on fait, donc ces webinars, à peu près tous les mois maintenant depuis un certain nombre de temps. Et aujourd'hui, on est là. Alors on a intitulé, je ne sais pas, sobrement ou pas, ce webinar «Les coulisses d'une équipe Customer Success performante». Donc l'objectif, voilà, c'est de vous, partager notamment un certain nombre de retours d'expérience me concernant. Alors il y en a certains, ici qui me connaissent, d'autres évidemment pas du tout. Donc pour, me présenter rapidement, donc Nicolas, moi je suis le cofondateur et CEO, de Scalin. Scalin qui est une customer success platform, et ça fait une quinzaine d'années que je grouille, on va dire, dans l'univers du customer success. J'ai fait du CSM en réalité, avant que ça s'appelle réellement customer success. La première fois qu'on m'a dit que mon poste allait devenir un poste de Customer Success Manager, j'ai pas bien compris. J'ai demandé, je trouvais que le titre était un peu bizarre, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Ça n'existait pas encore vraiment sur LinkedIn, un peu aux US évidemment, mais en France, c'était très méconnu. Et pour l'anecdote, j'avais mis, je pense, 6 mois à mettre à jour mon profil LinkedIn parce que j'assumais pas du tout ce titre que je ne comprenais pas. Donc, tout ça pour dire qu'au-delà de me faire passer pour un dinosaure, ça fait donc une quinzaine d'années que je grouille dans l'univers du customer success, et je suis passé, avant de monter Scalin, par différentes boîtes, start-up, scale-up. euh, En termes de profil, plutôt des boîtes où j'arrivais à une dizaine, vingtaine de personnes, et je repartais à 150 personnes. Donc des boîtes qui ont toutes connu plutôt un gros scale, des trajectoires assez rapides. Et voilà, et où j'ai eu, j'allais dire, à la fois la chance et la malchance, bon, plutôt la chance quand même, en définitive, d'être manager assez tôt. Puisque voilà, j'avais fait quelques années de customer success, et puis à un moment, on m'a proposé de prendre un poste de head off. Et en fait, les choses se sont faites comme ça, ce qui évidemment est plutôt une chance en soi. Et ce qui veut dire que, je pense, comme beaucoup d'entre vous, je sais qu'il y a pas mal de managers qui sont aussi connecté là, à un moment, on se retrouve comme ça, propulsé à un poste. On doit gérer une équipe sans avoir forcément été tout à fait préparé à ça, sans avoir forcément été formé à ça. Et voilà. Et donc, si je regarde un peu en arrière, plutôt l'impression que, j'allais dire, les chiffres, ce serait un peu prétentieux de dire ça, j'allais dire les chiffres parlent pour moi. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que globalement, j'ai fait le job, j'ai rempli la mission pour laquelle j'étais là dans ces différentes boîtes. Mais aussi, en fait, le fait est que, en fait, je pense que j'ai fait plein d'erreurs. Plein d'erreurs que j'aurais pu, sans doute éviter. Et c'est un peu l'objectif de ce webinar, c'est vous partager de façon assez franche. Alors évidemment, il n'y aura pas d'impudeur non plus, c'est pas l'objectif, mais assez franche en fait, 10 conseils qui sont issus de mon expérience, des trucs sur lesquels, voilà, je dois bien avouer que j'ai pas fait les choses de la façon la plus parfaite qui soit. Probablement que ces choses-là, je les ferais différemment si je devais les refaire aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est ça, c'est de vous partager ça, un peu, voilà, les petites erreurs que j'ai pu faire, qui, dans un certain nombre de cas,
vous paraîtront peut-être, quand je vais les dire, vous dire: «Oui, bah, évidemment». Et en fait, je vais aussi vous expliquer pourquoi, bah, c'est pas si évident que ça et pourquoi en fait le piège, il a quand même vite fait, de se proposer, de s'offrir à vous et pourquoi, finalement, c'est assez facile de les et assez naturel, d'aller vers ces erreurs-là, bah, pour que, à minima, vous en ayez, conscience et que vous puissiez les éviter. Donc voilà un peu l'objectif, de ce webinaire. J'allais dire en gardant évidemment, une certaine, humilité. Tout ce que je vais dire, c'est pas forcément valable pour tout le monde dans toutes les organisations et cetera. Mais en tout cas, voilà, au moins ça aura l'objectif d'être sincère et j'espère que ça vous apprendra et que ça vous ouvrira peut-être les yeux sur voilà, quelques écueils, que vous pourriez éviter. Hem On est là pour à peu près, je pense une quarantaine de minutes, ensemble, quelque chose comme ça. Vous avez un chat qui peut vous permettre de réagir. Il y a un module questions, si vous avez des questions dans lesquelles, voilà, que vous souhaitez, poser vos questions. Il y a un petit module questions juste à côté du chat. Donc n'hésitez pas à passer par là, ça permet à ceux qui aiment bien votre question de upvoter votre question et cetera. Donc heu voilà, je ne sais pas quel niveau d'interactivité on aura, aujourd'hui, mais en tout cas, ça peut permettre de prioriser, les questions, à la suite. Voilà globalement, ce que je voulais vous dire et peut-être dernière chose avant de commencer, je vous ai expliqué un petit peu quel avait été mon parcours donc CSM, Head of, CEO avant du coup de monter Scalin, il y a, 5 ans maintenant. Du coup, ce que je vais dire, s'adresse plutôt à des personnes soit qui sont, managers, hem, ou qui s'apprêtent à devenir manager ou qui ambitionnent de devenir manager et voilà, plutôt dans des profils de boîtes, comme je disais, start-up, scale-up, c'est-à-dire des boîtes où éventuellement ça pousse fort, ça manque un petit peu de process, ça a tendance à partir dans tous les sens et vous vous retrouvez, au milieu de tout ça à devoir, gérer du mieux que vous pouvez. Donc, voilà un peu on va dire, le type de profil probablement qui trouvera le plus de réponses, dans ce webinaire. Les autres, restez quand même et si vous êtes dans des grosses boîtes de 1000 personnes et plus, globalement, les process sont suffisamment posés, pour que vous vous posiez des questions, de façon un petit peu différente. Donc voilà un petit peu comment on a, anglais le sujet aujourd'hui. Hem, je pense avoir, tout dit. Donc on va commencer, et comme je disais donc, vous avez compris l'objectif. Je vais vous partager donc, 10, conseils. Donc je passe directement au conseil numéro 1. Le conseil numéro 1, c'est: ne présagez pas du niveau de communication que l'on attend de vous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si on se dit que justement, vous apprêtez, à prendre un poste de manager et cetera, donc un poste par exemple de head of, vraisemblablement, juste avant ça, vous étiez, CSM. On dit souvent, voilà, dans des boîtes ou, des organisations, il y a, ceux qui font et ceux qui disent et en fait, on a rarement des profils qui font aussi bien les 2. Quand on est CSM, en fait, on a quand même plutôt souvent tendance à faire et pas souvent forcément à dire. En fait, en tant que CSM, il y a plein de travail masqué, opérationnel, complètement, invisible, de la part de la direction et à la limite, c'est OK. Vous partagez un certain niveau d'information avec votre manager qui, lui, diffuse un niveau d'information avec la direction et il y a pas de problème avec ça. Quand vous passez manager, il y a quelque chose qui est important qu'on dit, de temps en temps, c'est, l'idée de faire et de faire savoir. C'est un poste où vous êtes plus exposé et où du coup vous devez communiquer et vous devez remonter de l'information à votre management. Jusqu'ici, je pense que tout le monde est d'accord. Le truc, c'est que vous ne pouvez pas deviner à la place de vos managers, ce que vos managers attendent de vous en termes de communication. Je vais essayer de donner un exemple. À un moment, j'ai été recruté, pardon, hein, je donne des exemples personnels, c'est un peu aussi l'objectif de ce webinaire. Heu, j'avais été recruté en tant que CEO, du coup, dans une boîte, voilà, gros scale, croissance à 2 chiffres tous les mois et cetera. Très peu de process, voilà, une équipe CSM qui était, pas hyper structurée et cetera.
dis voilà, de toute façon, OK, tu es là pour faire le job, nous, on n'a pas le temps de parler aux clients, etc., etc. OK, très bien. J'arrive, je pose plein de questions avant mon arrivée, après mon arrivée, sur des choses, des process, etc. Et globalement, j'ai, 1 question sur 10 à laquelle j'ai des réponses, je vois que tout le monde est débordé, tout le monde est sous l'eau et cetera. Je dis: «OK, moi j'arrive en tant que CEO, mon rôle c'est quoi? C'est de faire filtre». On a toujours des tas de questions et des tas de, sujets problématiques avec des clients. On se dit: «Ben, OK, en fait, si je remonte tout, je parle de tous mes clients tout le temps à la direction et probablement que c'est pas ça qu'ils attendent». Et donc du coup, je me mets évidemment à faire filtre en me disant: «Bah, ils répondent déjà pas à mes questions, c'est pas en plus pour que j'aille les embêter à leur expliquer ce que je fais au quotidien avec l'équipe et comment je construis les choses, et cetera». Je grossis un petit peu le trait, mais en gros, ça, à un moment, ça m'est revenu en me disant: «Ben, on comprend pas, enfin tu nous dis pas ce que tu fais, on sait pas ce qui se passe, et cetera, donc quand on te pose des questions, on voit bien que le travail est fait, et cetera, mais en fait, on sait rien». Bah oui, mais quand je vous parle, vous êtes pas là, vous me répondez pas, mes mails sont ignorés, donc pour moi, c'est ça que vous attendiez de moi. Bref, je vous fais la version raccourcie. Ça s'est bien passé, à la fin, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça, c'est pas quelque chose que je pouvais deviner sans poser la question. En fait, je suis parti du principe que comme on me répondait pas, comme ils étaient pas présents, comme je voyais que ça courait à droite à gauche, je me suis dit: «Bah, OK, en fait, très bien». Je prends sur mes épaules de gérer les clients et quand il y a des vrais trucs à dire, je le dis. En fait, eux, ils voulaient que, voilà, je reçoive, recevoir un petit Slack quand on avait fait un copil avec un client ou des choses comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est vrai pour eux ne sera pas forcément vrai dans une autre organisation. Et vous ne pouvez pas partir du principe que la façon dont vous fonctionnez va fonctionner avec vos nouveaux managers. C'est ça mon point. La deuxième chose, c'est que vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils ont dans la tête. Vous ne pouvez pas le déduire. Il faut que vous en parliez avec eux pour savoir quel niveau de reporting ils attendent de vous et du coup, quel niveau d'autonomie ils vous donnent et que vous puissiez vous mettre d'accord, vous aligner sur ces principes-là. Et ça, c'est quelque chose, voilà, quand on le dit, ça peut paraître quelque chose de logique, d'évident. L'expérience montre, en tout cas m'a montré, que ce n'était pas toujours le cas. Donc voilà, donc toujours bien vous aligner comme, sur ça. Et au bout d'un moment, vous pouvez refaire un point d'étape, vérifier si vous avez l'impression qu'ils sont trop dans le contrôle, qu'ils en veulent trop, que vous voulez en donner moins, ou communiquer différemment, et cetera. Vous en reparlez, mais globalement, parlez-en. C'est ça le message que je vais transmettre ici. Deuxième point, faites-vous confiance. Alors, je ne suis pas gourou ou coach en développement personnel, mais c'est un point qui me paraît hyper important. En gros, vous allez arriver en tant que manager, alors à des âges potentiellement différents, mais ça pourrait même être vrai d'ailleurs pour des CSM plutôt enterprise ou des CSM seniors, etc. Il y a souvent une espèce de, pas de fausse modestie, mais de, voilà, plutôt syndrome de l'imposteur. Et dans certaines, encore une fois, ça dépend des organisations, mais pour peu que vous travaillez avec des gros comptes, des boîtes qui ont qui payent des abonnements chers auprès de votre société, etc. Voilà, et des noms des fois très connus du grand public, etc. Vous vous retrouvez des fois face à des interlocuteurs et à des N+1, des N+2 au-dessus de vos interlocuteurs qui ont des très gros niveaux de poste. Et là, c'est assez facile de se dire: «Mais attends, mais qui je suis moi du haut de mes, 25, 30, 35 ans, et cetera? Qui je suis pour, aller, proposer un déjeuner au, directeur marketing de la Redoute?» Je prends cet exemple puisque c'est ça a été un de mes clients. Voilà. Qui je suis pour aller, proposer un déjeuner au patron de, Leclerc? Qui je suis pour, faire ça? Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que, avec lequel il faut que vous mettiez à l'aise. C'est-à-dire que, il faut bien considérer que vous êtes, les experts de vos sujets. Je reprends l'exemple, de, mon directeur, marketing de la Redoute. Probablement que oui, sur, la diversité des sujets marketing, clairement, il est plus capé, il en sait beaucoup plus que moi, et cetera. En revanche, et je vais rester sur un exemple qui est un exemple, réel, où on vendait une solution qui était une solution de, personnalisation de site. Si vous avez acheté ça, vous aimerez ça, et cetera, de merchandising en ligne. Sur ce sujet précis, vous avez beau être plus jeune,
euh, moins senior, etc., et pas connaître tous les sujets du marketing, vous êtes plus expert que cette personne-là. Et du coup, vous êtes légitime pour aller lui proposer un déj, le challenger sur sa stratégie, lui expliquer ce que vous êtes en train d'essayer de faire, là où vous voulez emmener l'équipe, etc. Et donc, c'est un sujet sur lequel, vraiment, moi, je vous conseille de vous décomplexer. Voilà, vous avez des CMO face à vous, des DRH, des directions cybersécurité selon les solutions que vous proposez. Faites-vous confiance, vous êtes légitime, vous êtes expert et vous en savez plus qu'eux sur les sujets qui vous intéressent. Et donc, rien que pour ça, eux ont des choses à apprendre de vous. Et il faut bien que vous vous disiez ça, parce que c'est ça qui vous rend légitime. Et eux vont passer probablement un bon déjeuner ou un bon rendez-vous avec vous et ils vont ressortir en apprenant des choses. Et ça, c'est quelque chose qui est important à avoir en tête. Et voilà. Donc ça, c'était le deuxième conseil. Troisième conseil, c'est conserver quelques clients en direct le plus longtemps possible. Euh, En fait, globalement, vous avez un peu deux schémas quand vous devenez manager. Il y a le schéma où vous êtes le plus ancien CSM ou le plus senior ou le plus performant dans l'équipe et vous montez, vous prenez petit à petit la direction de l'équipe. Donc ça, c'est une possibilité. Donc petit à petit, vous allez déléguer un certain nombre de comptes. Et puis vous avez aussi le schéma où on vous recrute en tant que head of ou de VP Operations ou que sais-je. Et vous arrivez dans une boîte, par définition, vous arrivez, vous n'avez pas encore de portefeuille. Euh, et donc, particulièrement dans ce deuxième schéma, vous arrivez, vous dites, OK, en fait, je vais déjà avoir plein de choses à faire, il faut que je structure l'équipe, il y a du monde à recruter, il n'y a pas d'outils, il n'y a pas de process, il y a tout ça à mettre en place, etc. Euh, du coup, j'ai quand même un travail énorme en tant que manager, puisque manager, il y en a qui l'oublient parfois, mais à mon sens, c'est un vrai travail. Euh, et donc, il peut être tentant de se dire, non, non, mais OK, les comptes, j'en prends aucun. Je laisse l'équipe gérer ça, je vais gérer la distribution des portefeuilles, mais moi, je veux pas de clients. Euh, Avec le recul, donc ça, c'est pareil, je l'ai fait. Avec le recul, je me dis qu'en fait, ça aurait été intéressant de garder quelques clients euh, en direct pour en fait garder le contact avec le terrain, garder le contact avec les besoins des clients, ce qu'ils demandent, les questions qu'ils posent, la façon dont ils travaillent, la façon dont nos process s'appliquent chez les clients. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Et au-delà du coup de la théorie, comment ça se passe quand je fais un kick-off selon le process que j'ai potentiellement moi-même suggéré? Comment ça se passe quand je fais une business review selon les slides que j'ai moi-même suggérés? Dans la vraie vie, comment ça se passe? Alors évidemment, on peut, en étant manager, venir assister aux meetings, etc. Mais le fait des fois d'avoir les clients en direct peut avoir ce genre d'avantage. Donc, le truc, c'est que, bien sûr, à un moment, il faudra, pour progresser dans votre rôle de manager et remplir pleinement cette mission, euh, vous séparer de votre portefeuille et voilà, être là en cas de besoin auprès de votre équipe, mais ne plus avoir de clients en direct. Mais à mon sens, il faut quand même le faire un certain nombre de temps parce que vous êtes connecté au terrain, ça vous connecte à votre équipe, ça vous rend légitime aussi auprès de l'équipe produit dans les demandes que vous allez faire. En fait, vous allez juste mieux comprendre le business en y étant directement raccroché que si vous restez un peu, je caricature, mais dans votre fauteuil à essayer d'établir des process. Évidemment, je grossis le trait. Et un dernier point sur ça, c'est que souvent, ce qu'on entend sur ça, sur le fait de garder des clients, on dit oui, en tant que manager, ce qui est bien, c'est de garder deux, trois clients stratégiques. Et ça, c'est le truc qu'on entend vraiment tout le temps. Et je pense au contraire que si je devais le refaire, c'est pas des clients stratégiques que je prendrais en priorité. Et je vous explique pourquoi. Le fait est que les clients stratégiques, par essence, bah, ils sont stratégiques, donc ils sont chronophages. Et donc, du coup, ils vont vous aspirer quand même vers de l'opérationnel, ils vont vous absorber du temps mécaniquement, j'allais dire. Ça, c'est la première chose. C'est pas forcément le plus grave.
Pour moi, le truc le plus important, c'est qu'en fait, ces comptes, ils ont souvent des besoins spécifiques. Je pense qu'on le sait en tant qu'éditeur. Voilà, bah, celui qui, a 10 fois l'ARR d'un client moyen, évidemment, on l'écoute davantage. Évidemment, quand il demande quelque chose, il a un petit peu plus de poids sur la roadmap, que le client lambda. Et ça, si on le multiplie à l'effet de j'attribue ces comptes au manager qui lui-même va être plus entendu en interne, qu'un CSM classique, on amplifie le phénomène et finalement, le manager, assez naturellement, va avoir plus tendance à défendre ses comptes. On peut rien y faire, c'est humain, c'est comme ça. Les clients qu'on défend, du coup, abus de langage, mais qu'on a en direct, il y a quand même plus de chances qu'on les défende parce qu'on est plus proche de leurs problématiques, plus proche de leur sujet et voilà. Et ça crée un double phénomène où les demandes de ces clients strat sont amplifiées et où on se retrouve à un moment à se dire: «Oh, mais c'est bizarre, dis donc, ma roadmap, elle est en train de glisser pour faire, on a l'impression qu'on est en train de construire un produit pour, Gaz de France au hasard, qui a été un de mes clients à un moment et hop, on se dit: «Ah tiens, on est en train de faire dangereusement, dévier la roadmap». Donc ça, c'est quelque chose, voilà, je pense que si je devais le refaire, je prendrais quelques comptes plutôt standards, très actifs par contre, c'est-à-dire voilà, qui ont une vraie activité, qui sont représentatifs finalement des clients, mais pas forcément les comptes strat qui pourraient être gérés du coup plutôt par, CSM senior, par exemple. Donc voilà pour le 3e point, que je voulais, partager. Le 4e point, c'est recruter quand les opportunités se présentent. Alors ça, c'est Heu, peut-être un petit peu moins vrai en ce moment. Voilà, quand je dis en ce moment, c'est, voilà, contexte économique qui est quand même un poil morose, globalement le financement, qui est devenu un peu plus compliqué. Enfin, globalement, il y a quand même un peu moins de cash qui circule dans l'écosystème tech, que ça n'a été le cas par le passé. Néanmoins, je voulais quand même vous présenter celui-ci. En gros, généralement, qu'est-ce qu'on dit? C'est qu'un recrutement, il prend 5 à 6 mois pour être, effectif. Entre le moment où, la décision est prise, les, 3-4 mois de process, voilà, le temps que, on trouve la bonne personne, que cette personne pose sa démission, qu'elle fasse son préavis et cetera, même si elle réduit son préavis. Bon, globalement, il se passe quand même très souvent 6 mois entre le moment où on déclenche la décision et le moment où on recrute. Comment ça se passe en plus en startup? C'est qu'on déclenche, la décision au moment où en fait on devrait déjà avoir recruté. Donc on s'y prend toujours 6 mois trop tard, si je caricature un petit peu et c'est pas parce qu'on commence qu'on a la certitude de trouver un bon profil. Donc moi mon message c'est si vous trouvez à un moment un profil avec lequel vous sentez que ça fit, qui a les bonnes compétences, hem, que vous avez rencontrées ou qui vous a adressé une candidature spontanée ou, peu importe, évitez de lui répondre, «Ah mais t'inquiète, j'ai une opportunité, j'ai un poste là qui va s'ouvrir dans 3-4 mois, on se recontacte». Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que dans 3-4 mois, lui, si c'est un bon profil, lui ou elle, hein, aura déjà trouvé quelque chose. Vous, vous retrouvez, bah, du coup, sans ce profil qui vous plaisait bien. Vous redémarrez de zéro, vous partez sur 6 mois de process, sans vraiment de garantie que ça va marcher et en plus, on sait très bien comment ça se passe. C'est qu'au début, vous mettez vos exigences, ici, vous rencontrez des candidats, des candidats, des candidats. Pendant ce temps, c'est toujours, tout pousse fort, à l'intérieur. Vous avez toujours des nouveaux onboarding, des nouveaux clients qui arrivent, des problèmes à gérer et cetera. Donc c'est toujours la course et à un moment, vous vous retrouvez en fait un peu mécaniquement à baisser votre niveau d'exigence en disant: «Mais de toute façon, il me faut quelqu'un, il me faut quelqu'un, il me faut quelqu'un» et en fait, des fois, ça va créer une situation où, bon, vous savez peut-être que c'était pas le candidat dont vous rêviez au début, mais bon, il fallait que la mission se termine, il fallait qu'on trouve quelqu'un et il fallait qu'on avance. Donc pour moi, faut pas hésiter à un moment à faire un peu de forcing. Voilà, si c'est une histoire de 3-4 mois et que dans 4 mois, c'est prévu d'ouvrir le poste, à l'échelle d'une boîte de quelques, ne serait-ce que de quelques dizaines de salariés, à l'échelle d'une boîte, déclencher un salaire 3 ou 4 mois plus tôt, ça a pas un poids énorme dans un business plan, mais par contre, en tranquillité d'esprit, ça peut vous faire gagner beaucoup. Voilà, en sérénité, j'allais dire dans le contexte dans lequel la personne va arriver,
ça peut faire beaucoup. Et voilà, et encore une fois, financièrement, ça ne change rien ou pas grand-chose. Donc voilà, donc c'est un peu moins vrai quand tout le monde fait attention à ses budgets, etc. Ça reste pour moi néanmoins quelque chose sur lequel on a une petite marge de manœuvre et on peut faire un peu de pression pour ce genre de choses. Cinquième point, on reste dans la thématique du recrutement. Et ça, c'est un point qui est important et c'est un piège c'est un piège qui est facile. C'est ne recrutez pas pour vous remplacer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous êtes, schéma, dans une boîte, 3 CSM par exemple, OK? Vous êtes un de ces 3 CSM, vous êtes le premier arrivé ou vous êtes le meilleur ou peu importe. Toujours est-il que c'est vous qui êtes, pressenti pour prendre un poste de head of. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez des comptes qui sont répartis en 3. À un moment, on vous dit de monter, vous montez. Au début, vous gardez des comptes stratégiques, CF, ce qu'on se disait, précédemment. Mais évidemment, une des conditions pour que vous acceptiez le poste, c'est de dire: «Bah, oui, OK, formidable, moi je prends un poste de head of, je veux bien. Par contre, comme j'aurai un travail de head of, il faut quand même qu'on recrute quelqu'un pour me remplacer et pour accueillir la charge avec les nouveaux clients qui arrivent». Donc vous prenez le poste de head of, il y a une nouvelle personne qui arrive, vous devez vous décharger de compte. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez 2 CSM qui ont déjà des portefeuilles bien chargés, une personne qui arrive avec un portefeuille qui, du coup, est vierge. Assez naturellement, vous dites: «Bah, OK, du coup, je vais faire mes passations de compte sur ce nouveau CSM. En plus, ça va me permettre de l'onboarder, je vais pouvoir travailler avec lui, je connais bien les comptes, ça va être un avantage, et cetera». Ne faites pas ça. Ça peut paraître très logique et par certains aspects, ça l'est, mais ça va créer un biais énorme. En fait, le truc, c'est que ça va créer un biais énorme. Pourquoi? Parce que justement, vous connaissez très bien ces comptes-là, que vous avez un CSM qui arrive et que d'une certaine façon, pareil, je grossis un peu le trait, mais vous allez naturellement être un peu plus sur son dos que sur celui des autres. Parce que vous connaissez les comptes, parce que vous connaissez aussi vos interlocuteurs, parce que chaque mail qu'il va écrire, bah, potentiellement, vous ne l'auriez pas géré exactement de la même façon et que comme vous connaissez la situation, en fait, vous êtes impliqué. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon, ça va créer, quelque part des différences de traitement au sein de l'équipe, voilà et en fait, naturellement, vous aurez plus les yeux rivés sur la personne qui, à la fois, est nouvelle, parce qu'elle est nouvelle, mais en plus, parce que c'est elle qui gère vos clients et en plus, c'est normal, enfin, potentiellement, ça fait, 3 ans, que vous suivez ces clients-là, et que du coup, il y a plein de trucs que vous auriez pas fait de la même façon et on va se le dire, peut-être même des choses que vous auriez fait mieux si vous aviez été, aux commandes parce que, bah, justement, vous avez 3 ans d'expérience et 3 ans de connaissance de votre client dans les pattes, et que ça, pour l'accepter, le mieux, c'est un moment de casser les portefeuilles et de répartir les portefeuilles et que vos clients, ils aillent un peu chez l'un, un peu chez l'autre et un peu chez le nouveau. Ça, c'est, à mon sens, hyper important, comme les autres, hein. C'est une des erreurs que j'ai faites, mais à mon sens, ça, c'est quelque chose d'hyper important. C'est important pour l'égalité de traitement, c'est important dans la façon dont vous allez gérer derrière l'équipe. Et du point de vue de l'équipe CSM, ça peut aussi être quelque chose de très positif, parce qu'en fait, des fois, les dispatchs de portefeuille, c'est une très bonne occasion, à un moment, de prendre l'air, de dire, OK, j'ai tel client, on a beau essayer, ça ne matche pas, on s'entend pas hyper bien, j'y arrive pas, on fonctionne pas pareil, et cetera. OK, très bien. Hop, on tourne. En fait, ça passe chez quelqu'un d'autre. Alors évidemment, l'idée, c'est que tout ça reste équitable, que les clients compliqués soient partagés de façon équitable, mais à un moment, avoir un regard neuf sur un compte, ça peut être intéressant et évidemment de la perspective du CSM et aussi de la perspective du client qui, lui, va peut-être être très content aussi d'avoir du sang neuf, d'avoir des idées nouvelles, etc. Et quelqu'un qui va voir les choses un petit peu différemment. Donc voilà, donc ne recrutez pas pour vous remplacer, en tout cas pas pour que quelqu'un reprenne à l'identique votre portefeuille. Dispatcher, casser un peu les choses, ça créera plus d'équilibre, ça mettra du sang neuf et ça créera des dynamiques qui seront meilleures. Sixième, alors pareil, hein, on voit le titre, favoriser l'échange au sein de l'équipe. Oui, OK, merci Nicolas, on n'y aurait pas pensé tout seul. Je m'explique aussi. Favoriser l'échange, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je veux dire par là? En gros,
Pareil, hein, on se met dans un contexte où vous prenez une équipe qui n'est pas encore très grosse, et cetera. Mettons, vous êtes head of, il y a 3 personnes dans l'équipe, et cetera. Au début, c'est plutôt sympathique. Vous faites vos revues de compte ensemble, vous discutez, vous vous mettez à 3, 4 autour d'une table, vous balayez les comptes, vous en discutez, tout le monde écoute, tout le monde est à peu près attentif. Éventuellement, on s'échange des tuyaux, des tips, et cetera, sur comment est-ce qu'on aurait géré telle ou telle situation. Et puis, vous êtes 3, puis 4, puis 5, puis 6. Puis en fait, il y a un moment où vous allez voir que ces réunions, bah, en fait, elles deviennent plus efficaces, d'ailleurs probablement avant 6. Ou bah, quand vous parlez à un tel, en fait, vous en avez 3 qui sont en train de répondre à leur mail sur leur ordinateur portable, et cetera. Donc vous dites, OK, ça ne fonctionne plus. Du coup, pareil, raisonnement logique, qu'est-ce que vous dites? OK, ça ne fonctionne plus quand on est en équipe parce que l'équipe est trop grosse. Du coup, on va faire des one-to-one. Éventuellement, on ajuste la fréquence pour pas crouler sous les réunions, mais globalement, on va passer sur des modes one-to-one. Très bien, vous avez raison, c'est ce qu'il faut faire et vous avez raison de faire ça. Le truc, c'est que en parallèle de si vous faites ça, progressivement, va y avoir des écarts qui vont se creuser, dans l'équipe. Il y a des gens qui vont devenir, potentiellement très bons sur telle thématique parce que leur portefeuille, il est plutôt teinté comme ci, d'autres qui vont devenir meilleurs sur ça parce que leur portefeuille est teinté comme ça. Et en fait, la connaissance va commencer à devenir déséquilibrée dans l'équipe. Au moment où vous faisiez vos petites réunions, enfin, vos petites réunions, vos réunions, mais en petit comité, bah, tout le monde partageait à peu près la même connaissance et avait la même appréhension des sujets. À partir du moment où vous faites des one-to-one, c'est plus le cas. Et du coup, il faut trouver des nouveaux formats pour faire en sorte que l'équipe puisse continuer à échanger. Ces formats, ça peut être plein de trucs, hein, ça c'est à vous de les imaginer, mais une ou deux idées, ça peut être une fois tous les 15 jours ou une fois par mois, il y a une personne de l'équipe qui vient présenter un retour d'expérience qu'il a eu avec un client, un usage un peu atypique qu'il a eu d'une fonctionnalité, comment il a utilisé la nouvelle feature qui est sortie avec tel et tel client. Bref, juste qui vient présenter, voilà ce qu'on a fait. Et comme ça, du coup, ça nourrit l'équipe et ça donne des idées à tout le monde. Éventuellement, bien sûr, c'est le manager qui repère ces choses-là et qui va à un moment dire au CSM, tiens, ce serait pas mal que tu viennes présenter ça devant l'équipe. Ça peut être ça. Et les formats qui sont beaucoup dans les équipes commerciales aussi, les co-dev, c'est un co-développement. C'est j'ai telle problématique, je ne sais pas comment la résoudre avec ce client-là. J'ai essayé des trucs, je vous dis ce que j'ai essayé. Comment vous feriez-vous? Et pareil, on échange, on brasse des idées, on brainstorm, et cetera. Donc ça, c'est des choses où si vous ne le faites pas, si vous ne créez pas ces formats-là, à un moment, voilà, les one to one, font que vous savez à peu près tout ce qui se passe partout. Vous avez la connaissance de tous les use cases, et cetera. Mais globalement, l'information circule moins bien dans l'équipe. Donc, essayez de trouver les formats qui vous permettent de continuer à partager ces informations. Tant qu'on parle d'échange, septième conseil, faites exister l'équipe Customer Success au-delà du Customer Success. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez, on parlait tout à l'heure de communication et du fait de faire et faire savoir. Eh ben, il y a un peu de ça dans cette idée. C'est-à-dire que le Customer Success, c'est pas toujours le département qui est le plus euh, coté, reconnu dans l'entreprise, et cetera, hein. Souvent, les stars, c'est les départements sales, c'est le product, parce qu'il y en a qui fabriquent le product, l'autre qui fait rentrer l'argent. Comme si, évidemment, le customer success ne faisait pas rentrer d'argent et n'était pas un centre de profit. Mais en tout cas, ça, c'est pas toujours quelque chose de très identifié, connu. Et on va se le dire, c'est aussi de notre faute à tous, parce qu'on n'est pas forcément les meilleurs pour mettre en avant justement notre équipe, nos réussites, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important, c'est de faire entendre la voix du customer success auprès des autres départements, d'être représenté. Alors, si on peut avoir quelqu'un qui représente le customer success au CODIR, c'est très bien. Ce n'est pas systématiquement le cas, mais ça peut être une façon de faire. Mais une façon de faire entendre le customer success, c'est aussi
vous, d'être présent dans les instances des autres départements. C'est-à-dire que, pareil, selon les organisations, les équipes produits vont de temps en temps faire une product demo pour expliquer ce qu'ils ont fait sur le dernier sprint ou vont voilà, créer des rituels pour parler de ce qu'ils ont fait, etc. Allez-y, montrez-vous, intéressez-vous aussi à ce que font les autres. Parce que Customer Success, on a souvent la tête dans le guidon, etc. Donc, n'hésitez pas de temps en temps à vous forcer à sortir la tête du guidon et aller voir ces équipes. Intéressez-vous à ce que les autres font, parce que en vous intéressant, déjà, vous apprendrez des trucs, mais en plus, quand vous irez voir ces équipes, on ne dira pas, mais OK, on est content de te voir, en fait, et du coup, j'imagine que tu viens pour me demander un service. Non, parce qu'en fait, vous aurez déjà créé une certaine forme de confiance, montrer un intérêt pour ce que les autres faisaient, etc. C'est toujours plus facile derrière de venir demander quelque chose dans ces situations-là. Donc voilà, donc faire exister le CS au-delà du Customer Success. 8e point, je ne pouvais pas ne pas en parler, c'est évidemment ne pas attendre le dernier moment pour mettre en place des outils. Mais dis, moi, ça fait 15 ans que je suis dans le Customer Success, j'ai fait 10 ans de Customer Success avant de me dire, OK, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vois toujours les mêmes problèmes dans toutes les organisations dans lesquelles je passe. Et pour expliquer le problème, je fais ce petit schéma, c'est-à-dire que à chaque fois, on a un CRM évidemment qui a été choisi par l'équipe commerciale, on a peut-être un outil de ticketing, un outil de gestion de projet, on a des stats d'usage dans notre back-office, etc. Bref, on a des données un petit peu partout sur nos clients, dans des outils qui ont été choisis que par d'autres départements que nous. Et au final, on a de la donnée un petit peu partout, on est perdu, aucun endroit où on a l'intégralité de la donnée, etc. Donc, dans ces cas-là, c'est pas idiot de penser à mettre en place un outil. Ça évite quoi? Ça évite le fait de perdre du temps à aller chercher de l'information à droite, à gauche pour essayer de comprendre ce que font vos clients. Ça évite de remplir des Excel ou des Notion ou peu importe, des outils que vous allez remplir à la main et qui vont vous prendre un temps fou. Et en fait, la réalité, c'est que si on regarde dans le rétroviseur, qu'on se dit, mais tout le temps que j'ai passé à construire, à chercher de la donnée, à remplir des tableaux à la main, etc., ce temps-là, en fait, si j'avais investi sur un outil, j'aurais gagné des heures et des heures. Et au final, la boîte aurait gagné de l'argent. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important aussi, c'est qu'en fait, les économies que vous faites sur un outil, en fait, vous perdez 10 fois ça derrière en tâches manuelles, pas toujours avec le plus de valeur ajoutée, etc. Donc, petit auto-promo rapide, c'est pour ça qu'on a inventé les plateformes de Customer Success. Une plateforme de Customer Success, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de centraliser toutes vos données clients sur un seul outil, quelle que soit la source, CRM, ticketing, back-office, toutes vos données au même outil, centralisées sur un même outil. Ça permet de rendre cette donnée intelligente à travers des scores de santé qui permettent d'identifier si un client est en perte de vitesse, si un client est à risque. Et ça permet évidemment non seulement de centraliser la donnée, de la rendre intelligente, mais derrière de lancer les plans d'action à travers de l'alerting, à travers des playbooks qui vous permettent finalement d'avoir des yeux et des oreilles partout et d'être proactif dès qu'il y a une situation ou un glissement qui apparaît. Donc ça, c'est quelque chose qui est évidemment important. Et donc voilà, donc en tout cas, point 8, c'est ne pas attendre le dernier moment pour mettre en place un outil, parce que quand vous le ferez, et si vous attendez le dernier moment, ça se fera comme le recrutement, toujours un peu trop tard. Du coup, ce sera toujours un peu plus douloureux. Ça sera au moment où vous avez moins de temps pour le faire. Donc, c'est important d'anticiper ce genre de choses. 9e conseil, n'imposez rien, jamais. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que même la meilleure des décisions ne passera pas auprès de votre équipe si vous donnez l'impression que vous avez été le seul à la manœuvre. Je donne un exemple. Alors, pour le coup, c'était un manager qui avait fait cette erreur-là. On avait un client en particulier qui disait: «Oui, moi, OK, votre mode de support, ça ne me convient pas bien.
on envoie des tickets, mais en fait, on ne sait pas si vous respectez vos SLA, on ne sait pas si machin. Enfin bref, en gros, on voudrait un tableau de bord pour pouvoir suivre ça, où ça en est, où sont nos demandes, etc. OK, pourquoi pas? C'était peut-être la bonne idée à faire. En fait, un week-end, on a un manager, en l'occurrence, qui est venu en disant OK, bonne nouvelle, je nous ai pris Zendesk, j'ai configuré tout ça ce week-end, ça va être formidable. OK, jamais personne n'a mis les pieds dans Zendesk. Je ne sais pas au final si c'était la bonne idée ou pas la bonne idée. Le truc, c'est que c'est pas du tout comme ça qu'il fallait le faire. Et, et voilà. Et l'idée, c'est que quand vous prenez une décision, on parlait de choix d'outils juste avant, ou peu importe, il faut forcément à un moment associer l'équipe parce que à la fin, c'est l'équipe qui devra appliquer un process, utiliser l'outil que vous avez choisi, etc. Et donc, c'est toujours important de les associer à ça. Moi, j'ai fait ce genre de truc aussi en me disant, bah OK, bon, j'avais CSM et une équipe de production, on va dire on-border pour que vous situiez. Euh, Évidemment, trop de charges, pas assez de temps, obligé de prioriser. OK, je préparais leur sprint en me disant, bah, on va gagner du temps dans nos réunions du lundi et on va juste avoir à valider les tâches qu'ils vont faire. Au bout d'un moment, ils m'ont dit, non, mais en fait, ça, on veut le faire nous. Euh, on sait ce qu'on a à faire, etc. Ça partait d'une bonne intention, de se dire, OK, on va gagner du temps au moment où tout le monde est sous l'eau. Non, il faut laisser les gens accountable, comme on dit, de ce qu'ils font, et voilà, et les informer, les associer aux décisions qui sont prises. Sinon, évidemment, ça ne marchera pas. Et puis, dernier point, alors c'est un peu plus large, j'allais dire comme conseil, c'est ouvrez les écoutilles. L'idée, c'est que on travaille dans le customer success. En plus, on a la chance de travailler dans un milieu où voilà, on est plutôt généralement dans la bienveillance, l'écoute. Bon, je vais peut-être pas aller jusqu'à l'altruisme non plus, peut-être mais en gros, le CSM, c'est quand même un animal sociable et on le voit sur des forums, des groupes LinkedIn, des Slack, etc. Globalement, les CSM, ils sont contents en fait de partager, ils sont contents d'échanger quand ils ont essayé un outil, quand ils ont eu tel process à mettre en place, etc. En fait, ils sont ravis d'échanger sur la question. Et donc voilà, donc ça, ce sera mon dernier conseil, c'est n'hésitez pas à pas juste parler avec vos clients, mais parler aussi avec vos confrères, vos consoeurs, pour voilà, parce que probablement qu'il y en a beaucoup qui ont déjà été confrontés exactement au même problème que vous, qui ont trouvé la solution et qui du coup seront ravis de la partager et ça vous fera gagner peut-être 3 mois, 6 mois sur versus le fait de la trouver tout seul. Voilà, et puis pareil, si je regarde quand j'ai commencé il y a 15 ans, Customer Success, il y avait peut-être quelques blogs US qui parlaient un peu du sujet, et encore, c'était vraiment balbutiant. Aujourd'hui, vous avez des tas de blogs, des tas de channels Slack, etc. Évidemment, je pense que si vous êtes là, il y en a pas mal d'entre vous qui doivent connaître le blog de Scaling. Aujourd'hui, on doit avoir une centaine d'articles qui sont disponibles gratuitement sur notre blog. Vous avez des podcasts, CSM Zenko, vous avez des salons, vous avez Engage, vous avez ça. Donc bref, vous avez des meet-up avec Sue qui organisent souvent des choses. Donc bref, n'hésitez pas voilà, à aller vers les autres, demander proactivement de l'aide, assister à des events, lire des articles, etc. Rester curieux. C'est un métier qui change rapidement, sur laquelle il y a des nouveautés, côté produit, côté process. Voilà, les QBR, aujourd'hui, on parle de 15 minutes QBR. Euh, Évidemment, il y a quelques années, on parlait absolument pas de ces sujets-là. Donc après, vous adhérez ou vous n'adhérez pas, mais en tout cas, je pense que c'est important de rester curieux et voilà, lire des blogs, écouter des podcasts et ce genre de choses et discuter avec vos collègues. Voilà pour moi. Donc écoutez, ben, je vous, je vous remercie d'avoir été présent. Je vois qu'il y a quelques questions que j'ai pas pris le temps encore de regarder. Donc, j'ai regardé dans le chat. Chirine qui dit: j'ai créé le pôle CSM avant de recruter un alternant et là je vais recruter un profil CDI. Chez nous, chaque client est une exception car nous vendons une solution 100% personnalisable.
Et donc, j'ai du mal à mettre en place un process clair à suivre, un conseil. Ça va être compliqué de répondre à cette question en connaissant pas le business. Et voilà. Et sur la partie, ouais, c'est pas, je pense, vraiment une question à laquelle je peux répondre en 30 secondes. Et sur la partie process, je pense que rien n'empêche d'avoir des trames et des processus qui sont similaires, même si à l'intérieur de mes différentes étapes de mon processus, je ne fais pas la même chose. Mais je pense que ça reste possible d'avoir des guidelines pour faire en sorte de pouvoir piocher dans les bonnes ressources à chaque étape du processus. Mais encore une fois, ce serait un peu présomptueux de ma part de vouloir répondre en 30 secondes à cette question assez complexe. Daisy qui dit: «Mon CEO veut que je confie mes clients à l'équipe parce qu'il veut que mon focus soit comment aider et faire évoluer l'équipe». Ce qui est plutôt, déjà pas mal de la part du CEO, je trouve, hein. «Je suis en manque d'arguments pour en garder quelques-uns. Je serais curieuse de connaître les tiens. Est-ce que tu garderais un ou 2 sur le long terme?» Ben, c'est le point, que j'évoquais tout à l'heure. Pour moi, ça reste une bonne perspective et je trouve que c'est un bon signal que le CEO veuille, justement que tu te délaisses de tes clients pour te consacrer à ta mission de manager. Donc je trouve que le mood, du CEO est plutôt positif. Hem, pour moi, le fait de garder des clients, dépend aussi, hein, c'est ce que je disais, de est-ce que tu es dans l'entreprise depuis longtemps ou pas? C'est-à-dire, est-ce que tu as déjà acquis toute la légitimité sur le produit, sur les clients, et cetera? Auquel cas, la position de donner tout ton portefeuille peut se discuter. C'est-à-dire que si, il dit: «Bah, OK, je pense que maintenant tu as toute ta place, hein, sur un rôle de manager», ben, peut-être que c'est la bonne chose à faire. Si c'est un poste que tu prends, c'est un peu différent. Mais, pareil, c'est un peu, compliqué, je trouve, de répondre de façon très franche, sur une question comme ça. Voilà. Et autre question de Daisy, j'aime bien le conseil numéro 3. Ça doit faire 1 an que je suis en transition de lead à manager de notre business unit Customer Success. OK. Et du coup, le conseil numéro 3, c'était quoi? Ah oui, conserver quelques clients. OK, donc on reboucle sur ta question précédente. Euh, Parfait. Eh ben, écoutez, en tout cas, merci beaucoup, à tous d'avoir été, présents et pour la plupart d'entre vous, d'être, restés connectés jusqu'au bout. Je vous souhaite une, bonne après-midi et je vous dis à bientôt sur, un prochain webinar ou un prochain event justement. Allez, bon après-midi à tous. Au revoir.